Imaginez un instant le silence pesant d'une nuit sans lune, planant lourdement au-dessus des vastes déserts iraniens. Le vent souffle doucement sur le sable rocailleux, et soudain, ce silence millénaire est déchiré, pulvérisé par le rugissement assourdissant des moteurs de dizaines d'avions de transport militaires américains. Ce n'est pas le scénario du prochain grand film d'action hollywoodien, ni un exercice de simulation. C'est la réalité glaçante, presque étouffante, que le Wall Street Journal vient d'exposer à la face du monde ce matin même. Je lisais ce rapport, les yeux écarquillés, la respiration coupée, et je n'arrivais pas à assimiler la folie pure de ce qui était décrit noir sur blanc. Le journal a révélé les détails ultra secrets de la nouvelle offensive terrestre américaine. On parle de parachutistes, largués en plein territoire hostile, dans l'obscurité totale, de la construction frénétique d'une piste d'atterrissage sous un déluge de feux ennemis, et du déploiement ahurissant de foreuses massives pour creuser des tunnels directement à travers la roche vivante des montagnes iraniennes. Honnêtement, même moi, après des années à observer les manœuvres géopolitiques les plus cyniques, j'ai du mal à y croire. Nous sommes face à ce qui s'annonce comme l'opération militaire la plus difficile, la plus complexe et potentiellement la plus suicidaire de toute l'histoire des conflits modernes. Ajoutez à cela les frappes critiques qui continuent de pleuvoir sans relâche, de déchirer le ciel en Israël et en Iran, et vous obtenez une poudrière mondiale sur le point de s'embraser de manière irréversible. Nous allons plonger ensemble, pas à pas, dans les entrailles de ces rapports hallucinants, car vous devez impérativement comprendre ce qui se trame réellement dans les couloirs obscurs du pouvoir. Mais avant de nous enfoncer dans cette noirceur stratégique, je veux prendre une seconde, juste une respiration pour revenir sur quelque chose qui s'est passé hier. Je vous avais parlé de cette annonce fracassante concernant la demande de retrait des troupes américaines d'Allemagne par le gouvernement, soi-disant pour couper l'herbe sous le pied de l'AfD avant les élections. Et l'espace des commentaires a littéralement explosé de rage et d'incompréhension. Alors, il faut que je crève l'abcès tout de suite pour apaiser les esprits. C'était un poisson d'avril. Oui, un simple poisson d'avril. Je sais ce que vous pensez. Certains d'entre vous ont probablement eu des sueurs froides en m'écoutant. J'espère sincèrement que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que j'ai pu, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, vous arracher un sourire. Parce que, soyons francs, dans le climat actuel, avec ce monde qui semble s'effondrer autour de nous, arracher un sourire est devenu un acte de survie psychologique. Nous avons cruellement besoin de cette minuscule étincelle de légèreté, car ce qui suit, ce qui se déroule réellement sur le terrain au moment où nous parlons, n'a plus rien de drôle. C'est une descente vertigineuse dans les ténèbres. La lourdeur de l'air n'a jamais été aussi palpable que ces dernières heures. Hier encore, Donald Trump a annoncé une grande allocution à la nation, et les mots qui sont sortis de sa bouche devraient glacer le sang de quiconque possède une once de conscience humaine. Il a déclaré, avec ce ton tranchant et dénué de toute hésitation, qu'il allait bombarder l'Iran pour le renvoyer à l'âge de pierre. L'âge de pierre. Et vous savez ce qui est le plus terrifiant là-dedans ? Ce ne sont pas des rodomontades ou de simples menaces en l'air. Sur le terrain, les Américains ne ciblent presque plus les installations militaires stratégiques. L'armée se concentre désormais avec une précision cruelle sur la destruction méthodique et totale de l'ensemble de l'infrastructure civile. En Iran, cette stratégie de la terre brûlée a déclenché une onde de choc, une fureur viscérale qui rassemble ironiquement la nation. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a hurlé sa fureur après le bombardement aveugle de l'Institut Pasteur, un centre de recherche pionnier en biologie et en médecine situé en plein cœur de la métropole de Téhéran. Imaginez ce bâtiment un instant. Ce n'était pas un entrepôt d'armes secrètes, c'était un sanctuaire de la science, un lieu dédié à sauver des vies. Comme l'a écrit un éminent professeur de l'université Johns Hopkins, l'Institut Pasteur était, depuis des siècles, une icône absolue du système de santé iranien, le symbole vibrant de la modernisation. Sa destruction, réduite aujourd'hui à des montagnes de verre brisé et de béton calciné, n'a aucune valeur militaire. Son unique but est d'attaquer l'histoire même de la nation, d'effacer la mémoire de son développement. Et pendant que l'encre de ces rapports séchait à peine, la nouvelle est tombée. Des frappes aériennes conjointes américaines et israéliennes venaient de pulvériser le pont B1 sur le périphérique nord, à l'ouest de Téhéran. Un pont autoroutier vital, une artère par laquelle des milliers de civils transitent chaque jour, désormais transformé en un amas de ferraille tordues,
jonchés de blessés gémissant dans la poussière. Tout cela nous pousse à observer cette folie destructrice avec un regard différent, un regard qui dépasse la simple froideur de l'analyse stratégique pour toucher à la nature profonde de ceux qui nous gouvernent. Quand on voit un dirigeant effacer sciemment des décennies de progrès médical, réduire en cendres les infrastructures d'un peuple d'un simple mouvement de poignet, on est en droit de se poser une question fondamentale. Que se passe-t-il vraiment dans la psyché de ceux qui détiennent le pouvoir absolu de destruction, et pourquoi sommes-nous, en tant que société, si souvent paralysés face à leur descente dans une folie mégalomane ? Laissez-moi partager une réflexion avec vous, car nous touchons ici à l'une des failles les plus sombres de notre condition humaine. Le pouvoir, lorsqu'il atteint des sommets himalayens d'influence et de force brute, ne se contente pas de corrompre, il isole tragiquement. Il enferme les dirigeants dans une chambre d'écho hermétique, où la violence devient le seul langage perçu comme efficace. Lorsqu'un chef d'État en vient à considérer la destruction d'hôpitaux et d'autoroutes civiles comme une manœuvre légitime, ce n'est plus l'expression d'une stratégie militaire brillante, c'est l'aveu pathétique d'une perte totale de contrôle. L'illusion du contrôle par la force brute est la drogue la plus dangereuse du monde politique. En détruisant ce qu'ils ne peuvent comprendre ou soumettre, ces hommes masquent leur propre impuissance à créer la paix. Et notre plus grand drame, en tant que citoyens du monde, est de confondre systématiquement cette brutalité désespérée avec de la véritable force de caractère. Cette dynamique funeste est exactement ce que nous observons avec Donald Trump aujourd'hui. L'anéantissement de l'infrastructure civile met en lumière deux réalités absolues. Premièrement, le président américain a perdu toute inhibition. Il n'y a plus aucun vernis diplomatique, plus aucun respect pour le droit international. Il a promis l'âge de pierre et il livre la dévastation. Deuxièmement, et c'est peut-être la conséquence géopolitique la plus fracassante de cette guerre, l'objectif de changement de régime, le fameux « regime change », est définitivement mort et enterré. Les stratèges de Washington pensaient naïvement que pressurer la population ferait s'effondrer le gouvernement des mollahs de l'intérieur. Mais en pulvérisant les ponts et les laboratoires de recherche, Trump a réussi l'impensable. Il a unifié la population. Car posez-vous la question, en toute honnêteté, même le plus farouche opposant au régime iranien actuel voudrait-il collaborer avec une puissance étrangère qui vient de bombarder les hôpitaux de sa propre capitale et d'assassiner ses concitoyens ? C'est impossible. C'est un échec politique monumental. Mais l'horreur ne s'arrête pas à la destruction des bâtiments. Elle s'infiltre dans les ombres, ciblant physiquement les hommes qui tentent de tisser les fragiles fils de la paix. Et cette nouvelle, je vous l'assure, m'a donné la nausée. L'ancien ministre des Affaires étrangères iranien, un diplomate de carrière, un homme qui a passé sa vie dans les arcanes des négociations complexes, a été la cible d'une tentative d'assassinat d'une violence inouïe, jusque dans l'intimité sacrée de son domicile. Les tueurs n'ont eu aucune pitié. Sa femme, son épouse de longue date, a perdu la vie dans cette attaque sanglante, abattue froidement. Lui-même a survécu par miracle, mais il gît actuellement dans un état critique, branché à des machines, luttant pour sa vie. Pourquoi a-t-il été ciblé avec une telle sauvagerie ? Le New York Times vient de publier des fuites effroyables. Cet homme menait, dans le secret le plus absolu, par des canaux non officiels passant par le Pakistan, des pourparlers vitaux. Il tentait d'organiser une rencontre discrète entre des diplomates iraniens et de hauts responsables américains liés à l'administration. En d'autres termes, quelqu'un a littéralement envoyé un escadron de la mort pour égorger la paix dans son berceau. Laissez cette information infuser dans votre esprit un instant. Gémande, une entité, un gouvernement de l'ombre, essaie délibérément de tuer les acteurs mêmes des négociations de paix. Face à ces ruelles sombres de la diplomatie où le sang coule pour étouffer le dialogue, une question vertigineuse émerge de l'obscurité. Qui tire réellement les ficelles dans l'ombre pour s'assurer que la colombe de la paix soit abattue en plein vol avant même de pouvoir délivrer son message ? Et comment pouvons-nous encore faire confiance à des institutions si profondément infiltrées par les architectes du chaos ? Prenez un instant pour réfléchir à la mécanique de la manipulation à cette échelle monumentale. Nous aimons croire, bercés par de belles paroles, que la paix est l'état naturel du monde et que la guerre n'est qu'un tragique accident de parcours. C'est le plus grand mensonge jamais conté. Dans les plus hautes sphères du pouvoir mondial, la guerre n'est pas un échec, c'est une industrie florissante.
C'est un écosystème extrêmement lucratif qui justifie des budgets pharaoniques, nourrit des carrières politiques et cimente des alliances par le sang. Lorsque des diplomates sont assassinés dans leur salon, cela nous rappelle une leçon brutale sur la nature de la confiance. La véritable trahison vient rarement de l'ennemi déclaré qui porte un uniforme de couleurs différentes. Elle vient de l'intérieur, de ces forces invisibles qui sourient sous les flashs des photographes lors des sommets pour la paix, tout en glissant secrètement une arme dans la main des assassins dans les coulisses, s'assurant ainsi que le brasier mondial ne s'éteigne jamais. Et cette chorégraphie macabre de l'escalade, on la voit se déployer en temps réel lorsqu'on observe la dynamique toxique entre les États-Unis et Israël. Joe Kent, l'ancien haut responsable du renseignement américain, a brisé l'omerta dans une interview récente. Il a décrit la scène avec une précision chirurgicale. Le schéma est toujours tragiquement identique. Le président américain, qu'il le veuille ou non, fait des déclarations publiques appelant à la désescalade, parlant de la nécessité de trouver une issue négociée. Et l'instant d'après, comme pour saboter délibérément tout effort diplomatique, le gouvernement de Netanyahou lance des frappes provocatrices et excessives qui garantissent l'embrasement du conflit. Kent l'a dit sans détour. La seule façon de stopper cette machine infernale avant qu'elle ne devienne totalement incontrôlable est de mettre enfin un coup d'arrêt brutal à Israël. Trump a théoriquement le pouvoir de résoudre ce problème, mais il doit agir maintenant avec une fermeté impitoyable. Mais c'est là tout le paradoxe terrifiant de la situation. Même si Donald Trump, dans un éclair de lucidité, annonçait un cessez-le-feu immédiat ce soir, Israël continuerait simplement de bombarder demain matin. Le dirigeant israélien semble avoir basculé dans une fuite en avant belliqueuse et incontrôlable. Ce n'est plus l'Amérique qui dicte le tempo, c'est Israël qui a allumé la mèche initiale, entraîné la superpuissance américaine dans le bourbier, et qui, à chaque missile iranien intercepté ou tombé sur Tel Aviv, hurle à la vengeance, exigeant toujours plus de destruction, toujours plus de sang, s'enfonçant dans une spirale suicidaire. Et les conséquences de cette spirale, la nuit dernière, ont pris une tournure absolument cauchemardesque pour les civils israéliens eux-mêmes. Les rapports qui filtrent de Tel Aviv décrivent des scènes d'une indignité révoltante. Des roquettes ont frappé avec précision le réseau souterrain, pulvérisant les conduites principales d'évacuation des eaux usées. Le résultat ? Les égouts refoulent violemment. Des flots d'excréments et d'eau putride inondent littéralement les vastes bunkers en béton où la population est censée trouver refuge. Imaginez l'horreur absolue de la situation. Les habitants de Tel Aviv n'ont pratiquement plus de sanctuaires salubres où se cacher lors des attaques aériennes. Quand on sait pertinemment que l'Iran déclenche, avec une régularité glaçante, 3 à 4 salves massives de missiles balistiques chaque jour, ces abris sont l'ultime frontière entre la vie et la mort pour des millions d'innocents. Mais quand ces abris se transforment en cloaques étouffants et toxiques, la population est prise au piège d'un choix impossible. Mourir sous les bombes à la surface ou suffoquer dans la puanteur des sous-sols inondés. C'est littéralement la métaphore parfaite de ce conflit. L'humanité étouffe sous les déchets produits par ses propres dirigeants. Mais évidemment, pour les architectes de cette guerre, assis confortablement dans leurs bureaux climatisés, les civils ne sont plus pertinents. Iraniens ou Israéliens, ils ne sont que des pions de chair et de sang qu'on est prêt à renvoyer à l'âge de pierre pour satisfaire un ego géopolitique. Alors que les sirènes hurlent à la surface et que des familles entières se terrent dans l'obscurité fétide de ces bunkers inondés, une réflexion douloureuse, presque insoutenable, s'impose à nous. Combien de temps une population entière peut-elle accepter de vivre noyée dans ses propres déjections et sa propre peur, avant de réaliser, avec une clarté aveuglante, que ses propres dirigeants l'ont sacrifié sur l'autel de leur vanité politique. C'est ici que nous devons interroger l'une des croyances les plus profondément ancrées dans notre psyché collective, la notion de responsabilité civique poussée jusqu'au martyre absurde. Depuis l'enfance, les États nous conditionnent à croire que la résignation face à la souffrance nationale est la forme ultime du patriotisme. Les gouvernements manipulent l'instinct tribal de survie avec une habileté démoniaque. Ils nous désignent des ennemis existentiels si terrifiants que nous finissons par accepter de vivre dans l'angoisse permanente, de voir nos vies piétinées et notre dignité bafouée, convaincus qu'il n'y a aucune autre alternative.
Mais la leçon viscérale qui s'exhale de ces abris souterrains, c'est que l'allégeance aveugle à des élites qui ne partageront jamais ni votre misère ni votre fardeau est une forme de suicide collectif. La véritable responsabilité d'un citoyen ne réside pas dans l'obéissance docile lorsque sa maison brûle. Elle réside dans le courage féroce de remettre en question l'autorité suprême de ceux qui ont allumé l'allumette en premier lieu, et de comprendre que la survie d'un peuple exige parfois de refuser la guerre de ses maîtres. Mais accrochez-vous bien, mes amis, car si l'horreur des bunkers inondés vous semblait être le fond du gouffre, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Les fils d'actualité militaire viennent d'envoyer un signal sans équivoque, l'avertissement rouge sang que l'invasion terrestre par les États-Unis est sur le point d'être déclenchée. 12 appareils américains redoutables, des avions d'attaque au sol A-10 Thunderbolt II, font actuellement route vers le théâtre des opérations au Moyen-Orient. Si vous connaissez un minimum l'arsenal militaire, le simple nom de l'A-10 fait frémir. Surnommé le phacochère, cet avion n'a pas été conçu pour voler haut ou vite. Il a été littéralement construit autour d'un gigantesque canon rotatif de 30 mm d'une puissance apocalyptique, conçu exclusivement pour éventrer les chars d'assaut, déchiqueter les blindages épais et offrir un soutien de feu rapproché et brutal aux fantassins englués dans les combats terrestres. Le déploiement de ces monstres cracheurs de feu ne signifie qu'une seule et unique chose. L'infanterie américaine va s'enfoncer dans l'enfer de la boue et du roc, et elle aura désespérément besoin d'un parapluie de plomb pour espérer survivre. Et ce soutien aérien sera la seule ligne de vie de ces soldats, si l'on en croit les détails absolument déments révélés par le Wall Street Journal concernant cette fameuse offensive terrestre. Je vais prendre le temps de vous expliquer ce plan, car il dépasse l'entendement. C'est une vision de la guerre si folle qu'elle donne la nausée. Le plan de commandement ultra risqué, visant à s'emparer physiquement de l'uranium iranien, a été forgé sur l'insistance directe de Donald Trump. Ce scénario implique l'envoi de troupes terrestres pour exfiltrer manuellement, de leurs propres mains, le matériel nucléaire iranien. Les experts le disent, c'est une entreprise si désespérément complexe qu'elle n'a jamais été tentée, même dans les pires cauchemars stratégiques de l'histoire moderne. La logistique requise est d'une arrogance à couper le souffle. L'assaut débuterait par un bombardement frénétique pour désintégrer les défenses anti-aériennes iraniennes, espérant ouvrir un minuscule couloir de survie dans un espace aérien truffé de missiles. Ensuite, des escadres de transport lourds voleraient à très basse altitude, frôlant les montagnes sur des centaines de kilomètres pour s'enfoncer au cœur des ténèbres iraniennes. Là, les parachutistes d'élite de la 82e division aéroportée et les régiments de Rangers sauteraient dans le vide, dans la nuit noire, pour atterrir sur des plateaux rocailleux isolés et balayés par le vent, devant sécuriser un périmètre assiégé de toutes parts. Une fois le sol vaguement sécurisé, au milieu des tirs croisés et des hurlements, des unités du génie militaire, les pionniers, débarqueraient pour construire en urgence absolue une véritable piste d'atterrissage sur la roche nue. L'objectif ? Permettre à de gigantesques avions cargo d'atterrir en plein territoire ennemi pour décharger des tonnes de matériel lourd, des pelleteuses, des explosifs. Des armées de mécaniciens, de chauffeurs de camions, de ravitailleurs devraient travailler sans relâche, 24 heures sur 24, exposés aux tirs de mortier, aux roquettes et aux essaims de drones kamikazes. Et pourquoi cette débauche logistique frisant la démence ? Pour que les unités les plus secrètes, la Delta Force et les Navy SEALs, puissent commencer à forer. Oui, forer la montagne. Une progression cauchemardesque, mètre par mètre, à coups d'explosifs, de marteaux-piqueurs, de scies circulaires et de chalumeaux géants, pour percer l'écorce de granit et atteindre le cœur des complexes souterrains iraniens abritant les centrifugeuses. Imaginez ces commandos d'élite, engoncés dans d'épaisses combinaisons de protection contre les rayonnements, respirant péniblement dans leurs masques à oxygène, progressant dans des tunnels saturés de poussière de roche, portant des capteurs Gégère hurlants, le tout en sachant pertinemment que les soldats de la garde révolutionnaire iranienne les attendent lourdement armés dans l'ombre. Je dois faire une pause ici pour reprendre mon souffle. Est-ce que je saisis bien l'ampleur du délire stratégique ? Trump veut parachuter ses hommes au cœur de nulle part, bâtir un aéroport sous un déluge de feu permanent, acheminer des machines de chantier lourdes, creuser la roche pendant des semaines comme dans une gigantesque mine à ciel ouvert et envoyer ses forces spéciales se battre sous terre en tenue NRBC.
Honnêtement, mon cerveau refuse d'intégrer une telle absurdité. Une opération de cette envergure est un cauchemar logistique monstrueux, même en temps de paix, lors d'un exercice d'entraînement méticuleux. Comment espère-t-il maintenir une telle tête de pont sous le bombardement incessant des missiles balistiques iraniens ? Que se passera-t-il lorsque des divisions blindées iraniennes entières convergeront vers ce point de fixation pour anéantir les forces américaines ? Et plus ironique encore, pendant que les Américains transpireront sang et eau pour percer la roche pendant des semaines, qu'est-ce qui empêchera les Iraniens de charger sereinement leur uranium dans des camions de l'autre côté de leur gigantesque réseau de tunnels et de l'évacuer discrètement à l'autre bout du pays ? C'est le triomphe absolu de l'arrogance sur la réalité physique. Et l'équation s'assombrit encore davantage lorsque l'on découvre, stupéfait, que les Émirats arabes unis semblent vouloir s'inviter à ce bal macabre. Le Wall Street Journal, s'appuyant sur des sources officielles arabes, affirme que ce riche État du Golfe se prépare activement à devenir la toute première nation de la région à engager formellement ses propres forces armées dans l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Cela éclaire soudainement d'un jour nouveau les mouvements de troupes effrénés de ces derniers jours. On comprend maintenant pourquoi le Pentagone expédie par milliers de jeunes soldats américains vers les bases émiraties, transformant de facto ce pays en une immense plateforme logistique, un tremplin gigantesque pour lancer l'invasion. Les Émirats ont ouvert grand leurs portes, accueillant ces bataillons avec enthousiasme. Tout devient tragiquement clair. Voilà pourquoi, ces dernières semaines, Téhéran a braqué ses radars et ses silos de missiles en direction des capitales arabes du Golfe. Les alliances régionales sont en train de se cimenter dans une promesse de sang. Je ne sais pas si les dirigeants émiratis ont pris la pleine mesure de la tempête de feu dans laquelle ils s'apprêtent à plonger. Mais une vérité cruelle s'impose. Ce projet d'invasion n'est rien de moins qu'une mission suicide à l'échelle industrielle. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de jeunes soldats américains et alliés vont être broyés dans cet engrenage mortel. Pourquoi une telle certitude ? Parce que l'Iran a anticipé ce moment précis depuis 40 ans. Ils ont passé 4 décennies à préparer des surprises monumentales et mortelles, invisibles à la surface. Des rapports accablants confirment que l'Iran n'a pas seulement caché des centrifugeuses sous la roche. Ils ont enfoui des bases aériennes entières. Ils ont construit de véritables villes souterraines blindées où reposent, intacts, leurs avions de chasse, prêts à jaillir des entrailles de la montagne par des portes d'acier dissimulées pour frapper dans le dos des envahisseurs. Pensez à l'ingéniosité de ce désespoir. L'Iran a eu le temps de creuser. D'excellents analystes militaires estiment que l'Iran possède des centaines de milliers de missiles enterrés dans un vaste labyrinthe géologique, parfaitement indétectable par les constellations de satellites américains. Face à cette asymétrie entre une attaque éclair ultra-technologique et 40 ans d'enfouissement méthodique, une question existentielle se pose. Pourquoi les empires les plus puissants, les plus militairement avancés de toute l'histoire de notre civilisation humaine, finissent-ils systématiquement par se fracasser et s'effondrer sous le poids insoutenable de leurs propres plans grandioses et de leur certitude maladive de toute puissance ? Cette question nous ramène à la véritable nature de la guerre, qui n'est au fond qu'un miroir brisé de l'âme humaine. L'Occident, ivre de sa propre suprématie technologique, a développé une maladie incurable, l'hubris, l'orgueil absolu. Les états-majors croient sincèrement qu'avec des avions suffisamment furtifs, des lasers suffisamment précis et des commandos surentraînés, ils peuvent défier la réalité géologique et briser l'esprit d'un peuple. C'est l'illusion pathologique de la domination mécanique. Mais la véritable force, celle qui remporte les guerres d'usure brutales et interminables, ne se loge pas dans les circuits imprimés d'un drone ou dans le viseur d'un fusil de précision. Elle réside dans la patience implacable et froide de celui qui sait qu'il est la cible. Génération après génération, cet homme creuse la roche, fortifie son esprit, enterre ses armes et accepte le sacrifice. L'histoire, de l'Antiquité au désert d'Irak ou d'Afghanistan, a prouvé sans la moindre ambiguïté que la technologie la plus fulgurante finit inévitablement par s'enrayer face à la volonté farouche de survie d'un peuple retranché sur sa propre terre. L'arrogance planifie à la perfection sur des cartes numérisées. La résilience, elle, encaisse les chocs et endure dans la boue. Et dans ce duel à mort entre la froideur d'un plan parfait et l'imprévisibilité chaotique de la fureur humaine, le papier finit toujours par brûler.
Nous voilà donc tous, témoins silencieux, au bord de ce précipice béant, observant l'histoire de l'humanité s'apprêter à basculer avec une violence inouïe. D'un côté, un plan d'invasion d'une complexité confinant à la folie furieuse, imaginé par des dirigeants isolés de la réalité charnelle du sang et de la souffrance. De l'autre, une nation forteresse, préparée depuis un demi-siècle à faire de ses propres montagnes le tombeau des armées étrangères. La confrontation qui se dessine sous nos yeux n'est pas une simple bataille pour extraire quelques kilos d'uranium enfoui ou pour redessiner la carte de l'influence mondiale au Moyen-Orient. C'est l'apogée d'une époque caractérisée par une folie destructrice et un narcissisme politique absolu. Une époque où la destruction aveugle des laboratoires civils, l'assassinat en sous-main des négociateurs de paix et la puanteur asphyxiante des bunkers souterrains sont devenus la norme monstrueuse, l'étalon or des relations internationales. Les décisions irrévocables qui seront prises dans le vacarme des prochains jours ne se contenteront pas de rayer des pays de la carte, elles redéfiniront la ligne rouge de la moralité de notre espèce pour les décennies à venir. Que cette offensive de l'extrême réussisse l'impensable par un miracle de la force brute, ou qu'elle s'enlise inexorablement dans le plus effroyable et le plus sanglant des désastres militaires, nous sommes tous les passagers captifs de ce théâtre de l'absurde. Ce qui se joue en ce moment même dans l'ombre et la poussière du Moyen-Orient est une leçon magistrale et cruelle sur la condition humaine. Cela nous prouve à quel point les piliers de notre civilisation, que nous pensions inébranlables, sont en réalité construits sur du sable, soumis aux caprices et aux accès de colère de quelques égos surdimensionnés dans des salles de commandement lointaines. Alors que le monde retient son souffle en écoutant le bourdonnement lointain des bombardiers, attendant de savoir si l'uranium sera finalement arraché à la montagne ou si la montagne refermera ses mâchoires de granit sur des milliers d'hommes, je vous laisse avec cette ultime pensée. Prenez le temps d'observer lucidement la machinerie du monde qui vous entoure, de questionner avec une méfiance féroce les narratifs de guerre que l'on vous sert, et de réaliser avec humilité que la véritable paix ne naîtra jamais de la destruction totale de l'autre, mais de notre capacité collective à refuser, catégoriquement et courageusement, d'être les complices silencieux de leur folie meurtrière. Je vous laisse méditer sur le poids de ces certitudes, dans le silence que la nuit, pour l'instant, daigne encore nous accorder.